Bonsoir. À la recherche du temps perdu est l'œuvre principale presque unique de Marcel Proust. Elle a été écrite entre 1909 et 1922, une quinzaine d'années d'écriture puisque certains fragments ont été repris d'écrits plus anciens. C'est une œuvre monde, plus de 3000 pages selon les éditions évidemment. S'y côtoient près de 2600 personnages. Chacun des personnages principaux a été inspiré à l'auteur par plusieurs personnes réelles de son entourage ou de la société de l'époque. Les lieux mêmes de la recherche sont presque toujours une combinaison de plusieurs lieux que Marcel Proust a connus, qu'il a visités. Combray, c'est le village d'Illiers en Eure-et-Loire, village natal d'Adrien Proust, le père de Marcel, et du village d'Auteuil, campagne à Paris à l'époque. Balbec, c'est la côte bretonne et la côte normande, Cabourg principalement. Le narrateur, personnage fictif, n'est pas, ou pas seulement Marcel Proust. La recherche n'est pas une autobiographie. Et comme le dit Marcel Proust lui-même, un livre est le produit d'un autre moi que celui que l'on connaît dans la société. Ce n'est pas le Marcel Proust décrit par les biographes, né en 1871, mort en 1922. On pourrait dire que c'est la combinaison de plusieurs des mois successifs de Marcel Proust durant cette si longue période d'écriture. Marcel Proust a veillé à ce que le narrateur reste anonyme, probablement pour permettre au lecteur de se projeter, de reconnaître un semblable, d'avoir de l'empathie pour ses joies et ses malheurs, pour ses désirs et ses déceptions. Et dans la lecture qui nous occupe ce soir, du côté de chez Swann, nous permet de reconnaître cet enfant qui a peur de la nuit, qui a peur de s'éloigner de maman, nous permet de dire « cet enfant, c'est le mien, cet enfant, c'était moi ». Je ne quittais pas ma mère des yeux. Je savais que quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, ma mère ne me laisserait pas l'embrasser à plusieurs reprises devant tout le monde, comme si ça avait été dans ma chambre. Aussi, je me promettais, dans la salle à manger, pendant qu'on commencerait à dîner et que je sentirais approcher l'heure, de faire d'avance de ce baiser qui serait si court et furtif tout ce que j'en pouvais faire seul, de choisir, avec mon regard, la place de la joue que j'embrasserais, de préparer ma pensée pour pouvoir, grâce à ce commencement mental de baiser, consacrer toute la minute que m'accorderait maman à sentir sa joue contre mes lèvres. Comme un peintre qui ne peut obtenir que de courtes séances de pause, prépare sa palette et a fait d'avance, de souvenirs, d'après ses notes, tout ce pourquoi il pouvait à la rigueur se passer de la présence du modèle. Mais voici qu'avant que le dîner fût sonné, mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire « Le petit a l'air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir. » Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand-mère et que ma mère la foi des traités, dit « Oui, allons, va te coucher. » Je voulus embrasser maman. À cet instant, on entendit la cloche du dîner. « Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela, ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. » Et il me fallut partir sans viatique. Il me fallut monter chaque marche de l'escalier, comme dit l'expression populaire, à contre-cœur, montant
contre mon cœur qui voulait retourner près de ma mère, parce qu'elle ne lui avait pas, en m'embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté, où je m'engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité, parce que sous cette forme olfactive, mon intelligence n'en pouvait plus prendre sa part. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m'ensevelir dans mon lit de fer, qu'on avait ajouté dans la chambre parce que j'avais trop chaud l'été sous les courtines de reps du grand lit, j'eus un mouvement de révolte. Je voulus essayer d'une ruse de condamné. J'écrivis à ma mère en la suppliant de monter pour une chose grave que je ne pouvais lui dire dans ma lettre. Mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante, qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combray, refusa de porter mon mot. Je me doutais que pour elle, faire une commission à ma mère quand il y avait du monde lui paraîtrait aussi impossible que pour le portier d'un théâtre de remettre une lettre à un acteur pendant qu'il est en scène. Elle possédait, à l'égard des choses qui peuvent ou ne peuvent pas se faire, un code impérieux, abondant, subtil et intransigeant, sur des distinctions insaisissables ou oiseuses, ce qui lui donnait l'apparence de ces lois antiques, qui, à côté de prescriptions féroces comme de massacrer les enfants à la mamelle, défendent avec une délicatesse exagérée de faire bouillir le chevreau dans le lait de sa mère ou de manger dans un animal le nerf de la cuisse. Ce code, si l'on en jugeait par l'entêtement soudain qu'elle mettait à ne pas vouloir faire certaines commissions que nous lui donnions, semblait avoir prévu des complexités sociales et des raffinements mondains tels que rien dans l'entourage de Françoise et dans sa vie de domestique de village n'avait pu les lui suggérer. Et l'on était obligé de se dire qu'il y avait en elle un passé français très ancien, noble et mal compris. Comme dans ces cités manufacturières où de vieux hôtels témoignent qu'il eut jadis une vie de cour, et où les ouvriers d'une usine de produits chimiques travaillent au milieu de délicates sculptures qui représentent le miracle de Saint Théophile ou les 4 fils Aymon. Dans le cas particulier, l'article du Code à cause duquel il était peu probable que, sauf le cas d'incendie, Françoise alla déranger maman en présence de M. Swann pour un aussi petit personnage que moi, exprimait simplement le respect qu'elle professait non seulement pour les parents, comme pour les morts, les prêtres et les rois, mais encore pour l'étranger à qui on donne l'hospitalité. Respect qui m'aurait peut-être touché dans un livre, mais qui m'irritait toujours dans sa bouche, à cause du ton grave et attendri qu'elle prenait pour en parler, et davantage ce soir, où le caractère sacré qu'elle conférait au dîner avait pour effet qu'elle refuserait d'en troubler la cérémonie. Mais pour mettre une chose de mon côté, je n'hésitais pas à mentir et à lui dire que ce n'était pas du tout moi qui avais voulu écrire à maman, que c'était maman qui, en me quittant, m'avait recommandé de ne pas oublier de lui envoyer une réponse
relativement à un objet qu'elle m'avait prié de chercher. Et elle serait certainement très fâchée si on ne lui remettait pas ce mot. Je pense que Françoise ne me crut pas. Car comme les hommes primitifs dont les sens étaient plus puissants que les nôtres, elle discernait immédiatement, à des signes insaisissables pour nous, toute vérité que nous voulions lui cacher. Elle regarda pendant 5 minutes l'enveloppe, comme si l'examen du papier et l'aspect de l'écriture allaient la renseigner sur la nature du contenu, ou allaient lui apprendre à quel article de son code elle devait se référer. Puis, elle sortit, d'un air résigné, qui semblait signifier « C'est-il pas malheureux pour des parents d'avoir un enfant pareil ?» Elle revint au bout d'un moment, me dire qu'on n'en était qu'à la glace, qu'il était impossible au maître d'hôtel de remettre la lettre en ce moment devant tout le monde, mais que quand on serait au rince-bouche, on trouverait le moyen de la faire passer à maman. Aussitôt, mon anxiété tomba. Maintenant, ce n'était plus comme tout à l'heure, pour jusqu'à demain que j'avais quitté ma mère, puisque mon petit mot allait la fâchant sans doute, et doublement parce que ce manège me rendrait ridicule aux yeux de Swann, me faire du moins entrer invisible et ravi dans la même pièce qu'elle, allait lui parler de moi à l'oreille. Puisque cette salle à manger, interdite, hostile, où il y avait un instant encore, la glace elle-même le granitait, et les rince-bouches me semblaient receler des plaisirs malfaisants et mortellement tristes, parce que maman les goûtait loin de moi, s'ouvrait à moi, et comme un fruit devenu doux qui brise son enveloppe, allait faire jaillir, projeter jusqu'à mon cœur enivré, l'attention de maman, tandis qu'elle lirait mes lignes. Maintenant, je n'étais plus séparé d'elle. Les barrières étaient tombées. Un fil délicieux nous réunissait. Et puis, ce n'était pas tout. Maman allait sans doute venir. Ma mère ne vint pas. Et sans ménagement pour mon amour-propre, engagée à ce que la fable de la recherche dont elle était censée m'avoir prié de lui dire le résultat ne fût pas démentie, me fit dire par Françoise ces mots. « Il n'y a pas de réponse. » Et ayant décliné l'offre de Françoise de me faire de la tisane ou de rester auprès de moi, je la laissai retourner à l'office, je me couchai et je fermai les yeux en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Mais au bout de quelques secondes, je sentis qu'en écrivant ce mot à maman, en m'approchant au risque de la fâcher, si près d'elle que j'avais cru toucher le moment de la revoir, je m'étais barré la possibilité de m'endormir sans l'avoir revue. Et les battements de mon cœur, de minute en minute, devenaient plus douloureux, parce que j'augmentais mon agitation en me prêchant un calme qui était l'acceptation de mon infortune. Tout à coup, mon anxiété tomba, une félicité m'envahit, comme quand un médicament puissant commence à agir et nous enlève une douleur. Je venais de prendre la résolution de ne plus essayer de m'endormir sans avoir revu maman, de l'embrasser coûte que coûte, bien que ce fût avec la certitude d'être ensuite fâché pour longtemps avec elle, quand elle remonterait se coucher. Le calme qui résultait de mes angoisses finies me mettait dans une allégresse extraordinaire. Non moins que l'attente, la soif et la peur du danger. J'ouvris la fenêtre, sans bruit, et m'assis au pied de mon lit,
Je ne faisais presque aucun mouvement afin qu'on ne m'entendît pas d'en bas. Dehors, les choses semblaient elles aussi figées, en une muette attention à ne pas troubler le clair de lune, qui, doublant et reculant chaque chose par l'extension devant elle de son reflet, plus dense et concret qu'elle-même, avait à la fois aminci et agrandi le paysage, comme un plan replié jusque-là qu'on développe. Ce qui avait besoin de bouger, quelques feuillages de marronnier, bougeait. Mais son frissonnement minutieux, total, exécuté jusque dans ses moindres nuances et ses dernières délicatesses, ne bavait pas sur le reste, ne se fondait pas avec lui, restait circonscrit. Exposé sur ce silence, qui n'en absorbait rien, les bruits les plus éloignés, ceux qui devaient venir de jardins situés à l'autre bout de la ville, se percevaient, détaillés avec un tel fini, qu'il semblait ne devoir cet effet de lointain qu'à leur pianissimo. Comme ces motifs en sourdine, si bien exécutés par l'orchestre du conservatoire, que quoi qu'on n'en perde pas une note, on croit les entendre cependant, loin de la salle du concert, et que tous les vieux abonnés, les sœurs de ma grand-mère aussi, quand Swann leur avait donné ses places, tendaient l'oreille comme s'ils avaient écouté les progrès lointains d'une armée en marche qui n'aurait pas encore tourné la rue de Trévis. Je savais que le cas dans lequel je me mettais était de tous, celui qui pouvait avoir pour moi de la part de mes parents les conséquences les plus graves. Bien plus graves en vérité qu'un étranger n'aurait pu le supposer, de celles qu'il aurait cru que pouvaient produire seules les fautes vraiment honteuses. Mais dans l'éducation qu'on me donnait, l'ordre des fautes n'était pas le même que dans l'éducation des autres enfants. Et on m'avait habitué à placer avant toutes les autres, parce que sans doute, il n'y en avait pas contre lesquelles j'eusse besoin d'être plus soigneusement gardé, celles dont je comprends maintenant que leur caractère commun est qu'on y tombe en cédant à une impulsion nerveuse. Mais alors on ne prononçait pas ce mot, on ne déclarait pas cette origine qui aurait pu me faire croire que j'étais excusable, ou même peut-être incapable d'y résister. Mais je les reconnaissais bien à l'angoisse qui les précédait, comme à la rigueur du châtiment qui les suivait. Et je savais que celle que je venais de commettre était de la même famille que d'autres pour lesquelles j'avais été sévèrement puni, quoique infiniment plus grave. Quand j'irai me mettre sur le chemin de ma mère, au moment où elle monterait se coucher et qu'elle verrait que j'étais resté levé pour lui redire bonsoir dans le couloir, on me laisserait plus rester à la maison. On me mettrait au collège le lendemain, c'était certain. Eh bien, dussé-je me jeter par la fenêtre 5 minutes après. J'aimerais mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'est maman. C'était lui dire bonsoir. J'étais allé trop loin dans la voie qui menait à la réalisation de ce désir pour pouvoir rebrousser chemin. J'entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann. Et quand le grelot de la porte m'eut averti qu'il venait de partir, j'allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s'il avait trouvé la langouste bonne et si M. Swann avait repris de la glace au café et à la pistache. Je l'ai trouvé bien quelconque, dit ma mère. Je crois que la prochaine fois, il faudra essayer d'un autre parfum. Et ma mère ouvrit la porte treillagée du vestibule qui donnait sur l'escalier. Bientôt, je l'entendis monter, fermer sa fenêtre. J'allais sans bruit dans le couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer. Mais du moins, il ne battait plus d'anxiété, mais d'épouvante et de joie.
Je vis dans la cage de l'escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même, je m'élançai. À la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Puis, sa figure prit une expression de colère. Elle ne me disait même pas un mot. Et en effet, pour bien moins que cela, on ne m'adressait plus la parole pendant plusieurs jours. Si maman m'avait dit un mot, ça aurait été admettre qu'on pouvait me reparler. Et d'ailleurs, cela peut-être m'eût paru plus terrible encore, comme un signe que, devant la gravité du châtiment qui allait se préparer, le silence, la brouille, eussent été puérils. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette, où il était allé se déshabiller. Et pour éviter la scène qu'il me ferait, elle me dit d'une voix entrecoupée par la colère, « Sauve-toi, sauve-toi, qu'au moins ton père ne t'ait vu ainsi, attendant comme un fou. » Mais je lui répétais, « Viens me dire bonsoir », terrifiée en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur. Mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire « Rentre dans ta chambre, je vais venir ». Il était trop tard. Mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurais ces mots que personne n'entendit. Je suis perdu. Il n'en fut pas ainsi. Mon père me refusait constamment des permissions qui m'avaient été consenties dans les pactes plus larges, octroyés par ma mère et ma grand-mère. Parce qu'il ne se souciait pas de principe et qu'il n'y avait pas avec lui de droit des gens. Pour une raison toute contingente ou même sans raison, il me supprimait au dernier moment telle promenade si habituelle, si consacrée, qu'on ne pouvait m'en priver sans parjure. Ou bien, comme il avait encore fait ce soir, longtemps avant l'heure rituelle, il me disait « Allons, monte te coucher, pas d'explication ». Mais aussi, parce qu'il n'avait pas de principe, dans le sens de ma grand-mère, il n'avait pas à proprement parler d'intransigeance. Il me regarda un instant, d'un air étonné et fâché, puis dès que maman lui eut expliqué en quelques mots embarrassés ce qui était arrivé, il lui dit « Mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir. Reste un peu dans sa chambre. Moi, je n'ai besoin de rien. » « Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir ne change rien à la chose. On ne peut pas habituer cet enfant. » « Mais il ne s'agit pas d'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin. Il a l'air désolé, cet enfant. Voyons, nous ne sommes pas des bourreaux. Quand tu l'auras rendu malade, tu seras bien avancé. Puisqu'il y a 2 lits dans sa chambre, dis donc à Françoise de te préparer le grand lit et couche pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux que vous, je vais me coucher. On ne pouvait pas remercier mon père. On l'eût agacé par ce qu'il appelait des sensibleries. Je restais sans oser faire un mouvement. Il était encore devant nous, grand, dans sa robe de nuit blanche, sous le cachemire de l'Inde violet et rose, qu'il nouait autour de sa tête depuis qu'il avait des névralgies, avec le geste d'Abraham dans la gravure d'après Benozzo Gozzoli,
que m'avait donné M. Swann, disant à Sarah qu'elle a à se départir du côté d'Isaac. Il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. La suite, très bientôt. Faites de beaux rêves.